Et oui, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne MX Farmer Divertissement pour ce nouveau volet de la piste criminelle. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui a su faire couler tant d'encre, qui a mobilisé des services de gendarmerie et de police pendant de nombreuses années, ainsi que des services de justice. On ne connaîtra certainement jamais le vrai coupable. Je vous parle de l'affaire Grégory. Et oui, en effet, retournons dans les années 80. Et c'est en 1984 qu'une nouvelle affaire va voir le jour. Certains l'appelleront l'affaire Grégory Villemain, d'autres l'affaire du petit Grégory ou tout simplement l'affaire Villemain. En effet, c'est une affaire criminelle française qui, à ce jour, est toujours non élucidée. Mais revenons. Ce jour du 16 octobre 1984, en fin d'après-midi, Christine Villemain signale la disparition de son fils Grégory, 4 ans, du domicile familial situé à l'Épanse-sur-Vologne. Mais le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé vers 21h15 à près de 7 km de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps du petit Grégory, les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes français puis étrangers et dès le surlendemain fait la une de la presse nationale. Mais commençons par savoir ce que la presse, ce que cette affaire a apporté au monde judiciaire et au développement des enquêtes, ainsi que ce que la presse a pu être nuisible ou apporter des choses positives à l'enquête. Mais en raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher tant leur traitement style feuilleton, parce que de l'affaire, et leur manque d'objectivité, et leur intrusion inadmissible à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Cet emballement médiatique a gravement nui à la sérénité et à l'objectivité des investigations. Certains des protagonistes ont reconnu plus tard les difficultés qu'ils avaient rencontrées à l'époque pour rester cantonnés dans leur propre rôle. Selon le cas, que ce soit journaliste ou enquêteur. Cette affaire a pour conséquence l'évolution technique de la police scientifique française. Celles qui ont été mises en œuvre à l'époque apparaissent rétrospectivement comme rudimentaires. D'ailleurs, beaucoup de médias l'ont reconnu et l'ont fait connaître, ainsi que de nombreux juges d'instruction, d'ailleurs, qui ont reconnu qu'à l'époque, c'était un petit peu... Bon. Mais ne remettons pas en doute les paroles des enquêteurs, ni celles de la justice. Et ce qui a permis de donner lieu à une réflexion sur la relation entre les médias, des personnes engagées et dans une enquête de police, bien entendu, ou même de gendarmerie. Qu'il s'agisse des enquêteurs eux-mêmes, les magistrats ou encore les avocats. Par ailleurs, l'affaire contribue à faire évoluer les procédures d'investigation ainsi que les lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Parce qu'en effet, beaucoup de choses
de cette affaire ont fuité lors de dossiers remis à la presse par telle ou telle personne, telle ou telle personne X, on va dire, et ce qui a engendré beaucoup de mensonges, certainement. Et puis, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre du papier à l'époque, sachant que les médias numériques n'existent pas encore, donc la presse papier, faut qu'elle se vende, et s'emparer d'une affaire comme l'affaire du petit Grégory, effectivement, c'est, on va dire, quelque part, malheureusement, excusez-moi de l'expression, du pain béni. Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité. Oui, parce que, depuis 1984, on est quand même en 2024, ça fait 40 ans. Donc, et en même temps, son contexte et le profil de la victime, enfin, le caractère énigmatique du mobile et circonstances du crime. En 40 ans, l'affaire connaît de nombreux divers rebondissements. Lorsqu'elle revient au premier plan de l'actualité en juin 2017, le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, très critiqué par sa gestion du dossier, se suicide le 11 juillet 2017. L'affaire Grégory Villemain est considérée comme étant une des plus incompréhensibles affaires criminelles françaises de l'histoire, non résolue à ce jour. Mais commençons déjà par l'assassinat du petit Grégory. Le 16 octobre 1984, vers 16h55, suivant ses habitudes, Christine Villemain quitte son travail à l'Épange et récupère Grégory, c'est sa nourrice, Christine Zacco, aux HLM situés dans ce même village. Selon ses déclarations de retour au domicile familial, après avoir enfilé à son fils un bonnet, parce qu'il faisait froid, car l'enfant veut rester à jouer dehors, dit-elle, pour jouer un peu dans le jardin sur le tas de gravier d'excavation situé devant la maison. Et elle se prépare à faire du repassage. Elle met la radio à un volume plutôt élevé, de façon à entendre l'émission Les Grosses Têtes, présentée à cette époque par Philippe Bouvard. Depuis la pièce où elle repasse son linge, et dont, vu l'heure, elle ne rouvre pas les volets, que son mari avait l'habitude de fermer le matin par crainte des cambrioleurs. Mais bon, toujours est-il que peu après 17h20, elle sort pour demander à son fils de rentrer, mais ne reçoit aucune réponse. Ne le trouvant pas, elle est prise de panique, se précipite dans son automobile et part à sa recherche, pensant qu'il a pu vouloir retourner chez sa nourrice ou rejoindre des petits camarades. À 4 ans, ce qui paraît peu probable. En chemin, elle interroge des voisins qui tous déclarent ne pas avoir vu l'enfant. La gendarmerie est donc alertée de la disparition de Grégory vers 17h50, approximatif. Entre-temps, une 4e lettre anonyme avait été postée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Elle sera reçue dès le lendemain. Le cachet de la poste
sur le timbre portant l'heure de 17h15. Entre parenthèses, entre guillemets, entre ce que vous voudrez, le corbeau, ainsi que tout le monde l'a appelé, aurait aussi appelé Michel Villemain, le frère aîné de Jean-Marie, pour le prévenir du crime, entre 17h27 et 17h32, hein, selon les reconstitutions qui ont été faites. Si le contenu ou même l'existence de l'appel téléphonique à Michel ont pu être mis en doute, il est avéré que celui-ci qui a alerté sa famille, enfin que c'est lui qui a alerté sa famille vers 17h30. Le corps sans vie du petit Grégory sera retrouvé vers 21h15, plaqué contre un barrage dans la Vologne, à Docelles, à 7 km en aval de l'Épanse, des cordelettes lui liant les mains sur le ventre, les pieds et le cou. Philippe Zessou et Patrick Glès, respectivement pigistes et photographes du quotidien La Liberté de l'Est, assistent au repêchage du corps du petit Grégory par les pompiers. Les photographies prises par Patrick Glès, un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé de bleu et de blanc, rabattu sur le visage. Bien sûr, cette image est publiée dans la presse dès le lendemain et va bouleverser tous ceux qui l'auront sous les yeux. En effet, vous pouvez voir une copie de la lettre envoyée par le corbeau. J'espère que tu mourras de chagrin. Le CEF, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Les obsèques de l'enfant Grégory auront lieu à l'Épanse le 20 octobre 1984. Ces obsèques attirent une foule de près de 700 personnes. Les enquêteurs, bien sûr, sont présents pour déceler d'éventuels comportements inhabituels ou suspects. La mise en terre dans le cimetière communal est ponctuée de débordements, notamment par la présence de journalistes présents pour couvrir l'événement, si on peut appeler ça un événement, et ils seront la cible de jets de pierre pour faire montrer qu'ils n'étaient pas les bienvenus. La mère de Grégory, Christine Villemain, fera un malaise et sera évacuée du cimetière. Après la mort de Grégory, le couple aura 3 nouveaux enfants. Julien en 1985, Emmeline en 1990 et Simon en 1998. En février 2004, le corps de Grégory est, selon la volonté de ses parents, exhumé du cimetière de l'Épanse et crématisé à Épinal. Après une cérémonie strictement privée, le couple gardera ou conservera la moitié des cendres. Cette affaire aura mobilisé, dans un premier temps, de nombreux gendarmes lors de leur enquête. Mais le juge Lambert décide de confier l'enquête au SRPJ sous prétexte que les gendarmes l'auraient trahi. Dans cette affaire, bien entendu, de nombreuses personnes, principalement la famille Villemain et Jacob et Boll, seront bien entendu impliqués, entendus
jugés, voire incarcérés, puis libérés. Jusqu'à présent, et l'enquête étant encore en cours, près de 40 ans, plus de 40 ans après cette affreuse affaire, est-ce que nous connaîtrons le vrai coupable? J'en doute. Mais revenons aux principaux intéressés qui ont été dans l'œil de la justice et qui ont été entendus par les différents juges qui ont instruit cette affaire ou ce dossier. Tout d'abord, ce fut au tour de Christine Villemain d'être dans l'œil de la justice, puis finalement relâchée pour faute de preuves. Jean-Marie Villemain, qui lui, bien entendu, fut aussi entendu par la justice et les enquêteurs, mais mis hors de cause. Le juge Jean-Michel Lambert, accompagné des gendarmes de l'époque et de la jeune sœur de Marie-Ange Laroche, Muriel Boll. Bernard Laroche, quant à lui, fut arrêté sur les dires de sa belle-sœur, Muriel Boll, qui se rétracta en disant que le juge d'instruction lui avait mis la pression pour dire que Bernard Laroche était le coupable, mais elle revient sur ses aveux en le disculpant totalement quelques jours après. Encore un rebondissement peut-être inutile dans cette affaire. Albert et Monique Villemain, eux aussi entendus par les enquêteurs et la justice, les grands-parents de Grégory, donc voilà, eux aussi étaient dans le collimateur. Photo du gendarme Étienne Sechma qui fut écarté de l'enquête car la gendarmerie se trouva dessaisie du dossier au profit de la police. Marie-Ange Laroche, quant à elle, fut aussi entendue par la justice. Muriel Boll, qui, elle, est une pièce intégrante à ce dossier, et je pense que cela restera toute sa vie. Le nom de Muriel Boll restera gravé à l'affaire Grégory. Ici, une photo du juge Jean-Michel Lambert. Michel Villemain, frère de Jean-Marie, fut entendu. Les familles Boll et Jacob, bien entendu. Jackie Villemain, lui aussi, un des frères de Jean-Marie, fut entendu, comme vous avez pu le voir, avec son épouse Liliane, née Jacquel. Les différents avocats, juges, procureurs qui fut partie intégrante de cette enquête. Jean-Claude Le Bollet, beau-frère de Bernard Laroche, fut entendu aussi. Madame Boll, mère de Marie-Ange Laroche, et bien entendu de Muriel Boll, ainsi que toute la famille Villemain, parents, grands-parents, frères, beaux-frères, belles-sœurs, furent entendus par la gendarmerie et les juges d'instruction. Une photo de Bernard Laroche et de son épouse Marie-Ange étant jeune. Furent entendus aussi, comme précédemment cité.
À droite sur l'image, Louisette Jacob, une des sœurs des grands-parents du petit Grégory. Bien sûr, une photo de la famille Jacob et Beul qui était au cœur de cette enquête. Ainsi, bien entendu, que tous les proches des familles Villemain, Jacob, Beul et Larosse. Le juge Lambert était bien sûr présent sur beaucoup de reconstitutions de ce jour, et le juge Simon qui lui reprit cette affaire, cette enquête, ce dossier en 1987. Le procureur qui était en place ces années-là n'était autre que Jean-Jacques Lecomte, procureur d'Épinal. En effet, à ce jour, beaucoup de personnes ont été interrogées, interpellées, voire condamnées, incarcérées, puis libérées. Le Corbeau, personne n'a jamais réellement su qui il était, vu que chacun a joué son petit rôle dans ce dossier. Et bien entendu, à ce jour, encore une fois, je le répète, l'affaire est toujours en instruction, le dossier est toujours ouvert, et je pense que il fera encore couler énormément d'encre, car on en entend toujours parler dans les médias, mais repose en paix Grégory, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire pour cet enfant qui n'avait rien demandé à personne et qui s'est retrouvé au cœur d'une certainement affaire très sordide liée aux adultes, comme à chaque fois. Les innocents paient pour des coupables, et les coupables, des fois, ne sont toujours en liberté, comme dans cette affaire dont on ne connaît encore, jusqu'à présent, le nom du vrai coupable. Je vous invite donc à clore cette enquête criminelle, ce résumé de cette affaire Grégory. Et je vous invite donc à vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle enquête de la piste criminelle. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.